Ça arrive, voilà. Donc, c'est Emmanuel Corati, donc, qui est présente avec nous de Back to Earth. Il va donc animer ce webinaire, donc Retour à la Terre et choc des cultures. Donc, ben, ce que je vous propose, c'est qu'Emmanuel prenne la parole pour se présenter, présenter son association et du coup démarrer son webinaire. Voilà. Donc, pour le confort de tous, si on peut juste garder nos micros fermés. Et en tout cas, ben, merci pour votre présence et ben, Emmanuel, merci à toi pour ta présentation. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Tu m'entends bien là? Vous m'entendez bien? Ouais, bon bah super, impeccable. Oui, écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc Emmanuelle Corati, je suis la fondatrice et déléguée générale d'une association qui a 5 ans maintenant et qui s'appelle Back to Earth et qui porte le thème du retour à la Terre comme réponse aux enjeux des transitions. Retour à la Terre au sens large, avec la question du renouvellement des générations agricoles et des reconversions vers l'agriculture de public urbain, la question du rééquilibrage des territoires entre des métropoles qui sont trop denses et des territoires moins denses que sont petites villes, petites moyennes villes et territoires ruraux, et puis le tout dans un retour à la Terre au sens retour à la nature, recon reconnexion des individus, donc à la nature, et donc c'est un retour à la terre au sens large qu'on promeut au travers de vidéos, d'études, d'événements, que l'on produit et où on essaie de rassembler un vaste public, autour de cette, thématique. Donc moi-même, je suis en thèse sur ce sujet, des profils donc qui se reconvertissent vers l'agriculture et qui viennent entreprendre en ruralité. Et ce matin, l'idée, c'était de vous partager une étude qu'on vient juste de terminer sur le thème Retour à la Terre et choc des cultures, point d'interrogation, sachant qu'on aura l'occasion de se voir dans d'autres webinaires, mais j'en reparlerai à la fin de cette intervention. Je vais partager mon écran et vous allez me dire si ça s'affiche correctement ou pas. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est Et si tout je, bon, Emmanuel, oui. et si je bouge là comme ça, alors attendez, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Hop, ça bouge. C'est tout bon, oui. Eh ben super. Oui, alors notre étude en fait est partie d'un constat que vous avez peut-être eu vous-même hein, sur vos territoires, puisque donc, vous êtes ancré un petit peu partout en France, qui a aujourd'hui un certain nombre de profils qui se reconvertissent vers l'agriculture ou qui veulent changer de vie pour entreprendre dans les zones rurales. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'un exode urbain, hein, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du signal faible, mais qu'on a voulu regarder d'un petit peu plus près pour voir notamment comment se passe l'arrivée de ces profils dans les territoires, comment est-ce qu'ils les impactent, comment est-ce qu'ils sont accueillis, pour aller regarder de façon plus précise la façon dont ces néos, je vais mettre des guillemets, font bouger les lignes et sont accueillis, parce que s'ils arrivent avec beaucoup de nouvelles propositions, puisque bah, ils sont dans des contextes de reconversion et donc ils sont pleins de nouveaux élans dans leur changement de vie, parfois ça peut donner lieu à des frottements, hein, donc que ce soit entre ruraux et néo-ruraux, autour de sujets de voisinage, autour de pratiques, autour de sujets idéologiques, et on a voulu aller regarder d'un petit peu plus près ce qui se passait dans les territoires. Euh, euh, Parce que donc leurs projets ne sont pas toujours très bien compris, et donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur l'arrivée de ces nouveaux profils dans les ruralités, parce qu'ils font bouger les lignes, et en même temps bah, comment est-ce que finalement ils arrivent à se mêler avec du coup les profils locaux, avec l'idée de tirer le meilleur parti possible de l'arrivée de ces populations. Notre hypothèse, en tout cas ce qui est moi mon questionnement de recherche, c'est de se dire et si finalement, en mêlant
d'un côté l'engagement de ces néo-agriculteurs, de ces porteurs de projets entrepreneuriaux qui ont de l'engagement, qui apportent des nouveaux modèles entrepreneuriaux, qui apportent des compétences, qui ont, vous le verrez, donc des pratiques très ancrées dans l'agroécologie. Si on mêle ça à la connaissance des terroirs, de la biodiversité locale, à l'amour du territoire, aux pratiques déjà ancrées dans les territoires des agriculteurs et des habitants du cru, ben, est-ce que finalement cette rencontre-là, ce ne serait pas une véritable opportunité pour accélérer les transitions? Et on s'est demandé, mais voilà, tout ça, ce serait fantastique, mais est-ce que ces populations se rencontrent vraiment? Et donc, moi, ce qui sous-tend un peu mon travail de recherche, c'est est-ce que l'aptitude aux transitions serait pas liée à la capacité d'accueil et d'interface des territoires? Voilà, je vous partage ici un peu le questionnement de ma thèse, mais ce n'est pas l'objet du jour. Et du coup, on a enclenché un projet de recherche avec l'Agence des Pyrénées. Je vois que certains sont dans le sud-ouest. L'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, le CUP Consultant, qui est un cabinet d'ingénierie territoriale, et puis des chercheurs en Grèce, puisque vous verrez, on a eu un terrain de recherche en Thessalie, avec l'idée de faire un an d'enquête pour s'interroger sur un potentiel choc des cultures au sein des mondes agricoles et ruraux. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Parce que c'est quand même ce qui est relayé par les médias aujourd'hui principalement. Si oui, comment est-ce qu'il se manifeste? Quelles en sont les origines? Comment est-ce qu'on peut le dépasser? Et finalement, une question qui est un petit peu sous-tendue pour l'ensemble des territoires et puis des acteurs qui vont accueillir ces personnes, c'est comment accueillir notamment des alternatives et l'altérité sans perdre son identité. Voilà, donc c'était notre projet de recherche pour le ministère de l'Agriculture et donc avec des financements étatiques et européens. Et on vient de rendre notre copie, donc vous avez donc accès là à une recherche qui est vraiment toute fraîche. Alors, peut-être pour préciser un petit peu ce qu'étaient nos terrains de recherche, ça fera peut-être écho aux bases de certains d'entre vous. On a eu 4 terrains en France, donc 2 dans le Massif central, dans le Beaujolais vert, donc qui est au nord-ouest de Lyon, et en Aubrac. Et puis donc 2 terrains dans les Pyrénées, dans le Val d'Azun, qui est juste derrière Lourdes, et le Couserans, donc en Ariège. Et puis un terrain de comparaison en Thessalie, voilà, qui a été aussi extrêmement intéressant. Le point commun de ces terrains, c'est que globalement, voilà, on est sur des terrains de montagne, mais qui ont un rapport à l'arrivée de nouvelles populations qui est très différent, un rapport aux transitions aussi qui historiquement est différent. Et donc, on voulait avoir comme ça des points de comparaison qui nous permettent de nuancer notre propos. Alors, j'en viens à partager les principaux résultats. Je vous fais une présentation un peu générale et puis donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à faire des remarques dans le fil de conversation ou à lever la main par la petite icône qui est donc en haut de votre écran. Et puis, si vous ne le faites pas dans le courant de ma présentation, ce que vous pouvez tout à fait faire, on aura un temps d'échange à l'issue de la présentation de ces différents constat. Voilà, avant que je rentre dans la présentation, je m'assure juste avec Afida que vous m'entendez toujours bien. Si tu peux juste me préciser, Afida, Oui, oui, si... on t'entend très bien, Emmanuel. Bon, Il n'y a pas de parfait. souci. Impeccable. Voilà, comme je vois tout le monde en muet, je préfère pas parler toute seule et m'assurer que voilà, vous avez une bonne qualité de son. Alors, première... Alors, oui, peut-être juste quelques mots sur la méthode d'enquête, parce que donc, ça a vraiment été une enquête, ce qu'on appelle qualitative. On a mené près de 80 entretiens sur ces territoires auprès de néo-agriculteurs, mais aussi donc, de néo-ruraux porteurs de projets entrepreneuriaux. Donc, on n'a pas eu uniquement un prisme agricole. On est allé rencontrer les élus locaux et on a échangé avec des agriculteurs du cru et puis divers acteurs du territoire qui peuvent être des associations, des chambres d'agriculture. Et donc, on a même eu donc, une dizaine d'entretiens aussi en Grèce, même si la méthodologie n'a pas tout à fait été la même. Et on a eu des travaux
intermédiaire avec des séminaires pour pouvoir échanger sur ces constats avec le terrain donc au fil de l'étude. Donc on est voilà, aujourd'hui sur un travail qui est validé et qui est un travail collectif qui a fait l'objet donc d'un long temps d'enquête, et je pourrais à l'issue du webinaire vous transmettre le lien vers le document qui a été publié. Euh, alors, euh, le premier gros enseignement qu'on a eu, c'est que finalement, la nature des relations qu'on voulait interroger, elle est finalement en fait assez diverse. Et le terme de choc des cultures est loin de représenter la majorité des cas. On a un spectre très large finalement de relations. Vous voyez que ça va donc dans près d'un quart des cas, c'est très fluide. Il y a donc aussi un accueil un peu distancié qui peut avoir lieu dans les territoires avec une certaine curiosité, mais voilà, plutôt positif. Et parfois, dans certains cas, il y a de l'accueil, mais ça se fait avec d'abord un peu de défiance. On a un certain nombre de cas où les mondes sont juste parallèles, hein, c'est-à-dire que les mondes ne se rencontrent pas. Et finalement, les cas problématiques sont assez minoritaires, avec des chocs des cultures qui se font, qui se représentent, ne donnent pas forcément lieu à des conflits, mais plutôt à des tensions un petit peu larvées, et des cas finalement très rares d'opposition frontale, et je viendrai les qualifier. Et à l'inverse de ces cas d'opposition frontale, on a quelques cas finalement très rares d'hybridation où des deux mondes retirent le meilleur l'un de l'autre. Voilà, je vous ai mis ici quelques verbatims que vous pouvez lire en parallèle de mon intervention, qui représentent vraiment la diversité des relations. Voilà, ça va de retours d'agriculteurs assez tendus qui vont dire bon, ça irait s'ils ne nous piquaient pas nos terres, à bah, on vous regarde, on vous laisse faire, on attend de voir. Donc ça, c'est des témoignages de néo-agriculteurs qui sentent voilà, qu'il y a un certain temps avant qu'on puisse vraiment les accueillir, et qu'il y a cette notion de faire ses preuves. Voilà, sachant que le choc des cultures, quand il est ressenti, il n'est pas forcément négatif, et peut représenter une véritable opportunité pour faire quelque chose de ces différences culturelles. Là, vous voyez la citation d'une jeune néo-agricultrice qui partageait qu'elle avait personnellement ressenti un choc des cultures, mais que c'est justement ce qui l'intéresse, et que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Son objectif étant de créer du lien entre les gens et de permettre la cohabitation. Et voilà. Et à l'inverse, bah, vous avez des agriculteurs ou des habitants qui voient l'arrivée des néos de façon très très positive. On y reviendra parce qu'ils apportent des idées nouvelles, des process. Ils sont très professionnels. Donc on a vraiment finalement un spectre très large. C'est ce qu'on peut retenir en premier lieu. Les conflits sont donc minoritaires. Ce que je peux vous partager, que j'ai pas le temps de vous détailler ce matin, c'est qu'en fait, il y a finalement une grande disparité entre les territoires. Les relations sont plus compliquées dans le Couserans, voilà, en Ariège, où historiquement aussi, il y a des arrivées de néo, et puis un marquage, on va dire, idéologique qui est un petit peu plus marqué. Et dans les territoires du Massif central, le Beaujolais vert et l'Aubrac, on est plus dans un temps d'observation, là où finalement dans le Val d'Azun, les choses sont assez fluides, même si parfois donc on est dans des configurations où il y a des mondes parallèles. Voilà, il faut avoir en tête que plusieurs configurations peuvent coexister sur un même territoire. Euh, Si on approfondit les choses, nous, on a eu vraiment, on s'est questionné parce que on s'est rendu compte que il y avait un certain nombre d'a priori, mais que des fois, en fait, ces a priori, quand on creusait, il n'y avait pas forcément, enfin, on se rendait compte qu'il n'y avait pas forcément eu de vraies rencontres ou de vraies expérimentations, et que ces a priori pouvaient être justement liés au fait qu'il n'y avait pas eu de rencontres. Ça nous a vraiment interpellés, et on est allé creuser ce sujet de bah, finalement, est-ce que ces publics se rencontrent vraiment? Et donc,
Là, de la même façon, le retour voilà, est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pourrait avoir en tête. Alors, d'une manière générale, voilà, la rencontre, hein, se fait, mais ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'elle se fait avec le temps et que quand elle se fait, elle donne lieu à de l'entraide et à des collaborations, mais il faut vraiment faire ses preuves. Heu, on se rend compte qu'il y a quand même encore des opportunités de rencontre puisque, bah, pas loin de 30 des cas, il y a très peu de contacts, dans 4 des cas, aucune rencontre. Donc là, c'est quand même, pas loin d'un tiers des configurations où là, juste, il y a eu aucune rencontre. C'est quand même, ou très peu de rencontres, c'est quand même assez interpellant d'identifier ça. Voilà, et puis bon, bah, il y a des cas, on va dire, très très positifs, hein, dans 18 des cas où la collaboration se fait de manière immédiate. Mais ce qu'on peut, noter en tout cas, c'est que Heu il y a, la non-rencontre maintient les a priori et que la rencontre est aujourd'hui un levier à activer, l'isolement étant de toute façon un risque, pour les projets qui sont portés par ces néos, qu'ils soient agriculteurs ou entrepreneurs dans les territoires. Là, je vous ai encore mis, quelques verbatim qui illustrent, la diversité des configurations. Donc là, je vais vous en lire 2 peut-être que je trouve, un peu marquants, avec, vraiment des spectres, enfin avec vraiment des configurations qui sont, très, différentes. Donc à la fois des gens qui ont le sentiment de vivre en marge de la société locale. On avait une vision idéalisée du territoire, un havre de paix où on pourrait vivre en harmonie avec la nature, développer des projets artistiques, mais la réalité est plus brutale et on se retrouve confronté, à de l'isolement, à des difficultés administratives et à l'inverse, hein, on a, voilà vraiment des configurations où, c'est un territoire qui accueille, qui aime accueillir des projets, innovants. Donc retenez, en tout cas que il y a encore un vrai travail et je pense que vous pouvez être, des activateurs de rencontres. Il y a un vrai potentiel, à faire se rencontrer ces populations qui aujourd'hui, finalement, se rencontrent soit avec le temps, soit pas. Et donc on trouvait que c'était intéressant de faire remonter cette information. Alors quelles sont, finalement, les divergences, qu'il peut y avoir entre ces publics de néo, agriculteurs, néo-ruraux porteurs de projets et donc les acteurs du territoire, qu'ils soient agriculteurs, habitants de longue date. On a essayé de classifier ces divergences. La première des choses, et je pense que vous êtes, confrontés à ça dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, le 1er sujet de divergence, et on ne parle pas ici de tension, hein, mais vraiment de diversité de pratiques et de rapports aux projets, différents, c'est que, les projets qui sont apportés, s'intègrent dans des nouveaux modèles économiques où la part des investissements va être, et des dettes va être, moins forte, où il y a un rapport à la propriété qui est différent, des circuits courts, hein, le recours aux circuits courts qui est beaucoup plus, développé. Heu, la mise en place de process aussi, assez marqués et une logique de création de valeur qui est assez forte puisque on est sur des configurations dans le cadre des projets agricoles où finalement les fonciers, acquis sont de petite dimension et où il faut créer, du coup de la valeur ajoutée au mètre carré, hein, et donc avoir une création de valeur intensive. Il y a, des divergences autour des pratiques agroécologiques, même si derrière ce thème, on met beaucoup de choses, j'y reviendrai, principalement autour de l'usage des phytosanitaires, des pratiques d'arrosage, des haies, de l'agroforesterie, du modèle herbager aussi quand on est, en élevage et puis de certains choix de culture. Je reviendrai, un peu plus précisément sur, ce que sont l'apport, en matière de pratiques agroécologiques de ces nouveaux profils. Et puis on retrouve un certain nombre de divergences qui sont moins, liées, à l'exercice même du projet ou à son montage, mais qui peuvent être plus idéologiques, en particulier sur les sujets de l'écologie, du capitalisme et aussi du rapport aux prédateurs. Certaines, divergences liées aux pratiques.
locales. Je pense notamment à l'écobuage, très répandu, par exemple dans le Val d'Azun, et qui est une pratique pas toujours très bien comprise des néos. Des sujets liés au mode de vie, notamment le rapport à la culture et puis donc des choix de vie qui peuvent être alternatifs pour une partie des néos. Et puis, on a des activités qui, en elles-mêmes, sont radicalement nouvelles dans les territoires. Et enfin, le sujet du rapport au travail, mais qui finalement est principalement perçu par les agriculteurs du cru comme différent et beaucoup moins perçu de la part des néos, justement. Mais en tout cas, il y a cette perception chez les agriculteurs du cru que ces nouveaux qui arrivent ont un rapport au travail qui est autre, peut-être un souhait, voilà, un investissement moindre, mais ça reste de l'ordre de l'idée reçue, puisque ce qui ressort des échanges avec les néos, c'est justement qu'il y a un investissement très fort dans les projets, même s'il y a effectivement ce souhait d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée, qui est peut-être plus marqué que chez les agriculteurs installés de longue date dans les territoires. Le rapport à la propriété au foncier apparaît vraiment comme un sujet de divergence, en particulier en Aubrac et dans le Beaujolais. Et la question de l'idéologie, et des modes de vie divergentes est plus manifeste, en Ariège, mais ça vous étonnera pas, compte tenu du contexte. Alors, s'il y a des divergences, pour autant, voilà, ça donne pas forcément lieu Voilà. à... Oui? Euh, Oui, Afida? Ah non, excuse-moi. Pardon. Heu, Ouais, c'est moi. Pas de souci. S'il y a des divergences, ça donne pas forcément lieu, à des tensions, hein. Je vous ai mis ici quelques exemples, hein, de verbatim liés à ces divergences. C'est pas la même agriculture, pas la même cadence de travail, ni la même approche des productions. On respecte, mais est-ce qu'ils en vivent vraiment? Ça, c'est des interrogations qu'on peut retrouver chez certains agriculteurs, hein, du cru. À l'inverse, voilà, des néos qui arrivent et qui disent, bah, voilà, la ferme auberge, c'était complètement nouveau ici, personne n'avait encore jamais fait ça. Et cette nouveauté radicale, elle est beaucoup plus perçue justement par les néos que par les acteurs que par les acteurs ancrés de longue date dans les territoires. Et donc, on sent bien que là, il y a la nécessité d'expliquer les projets. En témoigne donc une jeune agricultrice qui dit, voilà, je dois convaincre les gens que je suis pas, enfin un jeune agriculteur, pardon, qui explique qu'il doit convaincre les gens qu'il n'est pas un hippie qui veut faire pousser trois carottes. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce qui est ressenti dans les territoires, c'est que les néos ont moins peur de tester des choses et que les anciens sont plus engagés financièrement. Donc, il y aurait moins de recours à l'endettement, plus de diversification, plus de tests de choses, et que le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue. Bon, ça, c'était quelques illustrations pour être un petit peu concrètes. Euh, donc, s'il y a des divergences, il y a en revanche aussi des convergences. On s'est rendu compte vraiment, quand on interroge l'ensemble des acteurs, qu'il y a des points en fait qui sont des vrais leviers potentiels pour les acteurs du territoire pour créer du lien, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont communes. Typiquement, par exemple, le respect de l'environnement est aussi un facteur rapprochant. C'est-à-dire que voilà, ces néos arrivent souvent avec des projets liés aux transitions, mais les territoires sont aussi engagés dans le respect de leur écosystème, dans le maintien de leur qualité de vie et des paysages. Le fait aussi de maintenir la qualité de vie du territoire, la valorisation du local, est un vrai facteur rapprochant, de même que l'amour et le respect du paysage, du cadre naturel. Et un rapport à l'entraide qui est assez commun, voilà, et qui peut être un vrai levier, et avec tout de même aussi ce même souhait, et ça peut être un point d'appui pour créer du lien et créer de la convergence, euh, vraiment ce même souhait de pouvoir vivre dignement de son métier. Voilà. Et donc, ces convergences, alors qui parfois ont du mal à être citées, hein. C'est une question sur laquelle on n'a pas toujours eu de réponse.
Et donc, c'est quand même intéressant de voir aussi que la difficulté de trouver des points de convergence est quand même assez révélatrice. Ces points de convergence sont vraiment des leviers pour les acteurs de l'accompagnement et pour les acteurs des territoires. On voit que donc il n'y a pas uniquement des points de divergence, mais des points de rapprochement potentiels. Et donc, ce qui fait commun est toujours intéressant à noter. Euh, donc, je vous parlais tout à l'heure de divergence et on est quand même allé regarder un petit peu plus loin, puisque je vous disais que finalement, en préalable, il y a très peu de cas de conflit. On a quand même voulu aller regarder un petit peu plus dans le détail quand il y avait conflit ou tension, du moins, puisque c'est rarement des conflits ouverts. Qu'est-ce qui peut être problématique? Finalement, et ça c'était quand même intéressant, la grande majorité des gens évoquent pas de tension. Donc ça, c'est un premier point à noter. La principale tension n'est pas culturelle, mais elle est foncière. Ça vous étonnera pas. Et donc, il peut y avoir des tensions idéologiques, mais c'est principalement dans des territoires du type de celui du Couserans, où il y a, je dirais, historiquement, voilà, un engagement idéologique fort, parce que c'est un territoire qui est très marqué de ce point de vue-là. Et puis, on pourra aussi noter, et ça c'est vraiment une spécificité pyrénéenne, un rapport à l'animal, et en particulier la question des prédateurs, qui peut être un vrai lieu de tension, en particulier donc plus particulièrement autour de l'ours. Et les conflits ouverts, quand on parle de conflits ouverts, sont pas liés à des projets agricoles, en tout cas dans l'échantillon qu'on a identifié, mais sont plutôt des conflits liés à des nuisances de voisinage, en particulier lors de l'ouverture de points de boissons, de débit de boissons, les porteurs de projets qui ouvrent des bars ou des cafés. Et donc là, les quelques cas de conflits vraiment ouverts sont des cas liés à des craintes de nuisances, d'ailleurs plus qu'à des nuisances avérées, parce que très souvent les conflits ont eu lieu avant même que les lieux n'ouvrent. Et donc c'est quand même intéressant de voir que finalement, par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias, cette fameuse histoire du coq Marcel qui chante et des néos, voilà, qui n'acceptent pas la vie à la campagne. Alors, il faut dire que nous, on est sur un échantillon particulier qui est un échantillon de gens qui sont porteurs de projets, donc qui veulent s'installer en agriculture ou qui veulent entreprendre en ruralité. On arrive avec des gens voilà, qui sont dans une forme d'ouverture et d'engagement qu'on trouvera peut-être moins chez des publics qui viennent simplement s'installer à la campagne pour en profiter de la qualité de vie et qui vont être un petit peu moins engagés localement dans la vie du territoire. Donc voilà pour le sujet des tensions. Euh, et donc ça, c'est ce que je vous partageais euh, à l'instant, notamment donc en Ariège et en Couserans, il y a parmi les nouveaux arrivants ceux qui souhaitent bifurquer, des jeunes ou des moins jeunes, mais aussi des gens qui viennent ici en tant qu'assistés et le revendiquent et ne veulent pas sortir du monde de l'assistanat. Et ça, c'est un sujet qui pose problème. J'ai échangé notamment avec le président de la Chambre d'agriculture locale qui nous faisait part du fait que voilà, ils ne souhaitaient pas avoir ce qu'ils appellent des installations RSA. Mais ça, c'est vraiment spécifique donc au Couserans. Et donc, à noter que effectivement, dans les territoires qui accueillent, on est en train de sortir du schéma, il faut accueillir des habitants et de dériver vers des questions d'habitabilité des territoires, des éléments environnementaux et de leur capacité à accueillir face aux migrations, en tenant compte des ressources disponibles, puisqu'on est dans un contexte, vous le savez bien, eu égard aux transitions, où les ressources aujourd'hui peuvent être limitées. Donc voilà pour ce qui est des relations entre ces agriculteurs néo-ruraux, porteurs de projets, ces nouveaux habitants et les territoires qui les accueillent. On allait ensuite regarder quel était l'impact perçu
de leurs projets sur le territoire. Et donc, vous voyez qu'il y a finalement une grande diversité d'appréhension de ces impacts. Donc, la grande majorité des projets déjà s'inscrivent dans des démarches de transition nouvelles au regard des pratiques locales. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement perçu à la fois par les agriculteurs et en même temps donc, les acteurs locaux, mais également donc, les porteurs de projets. Il y a une vraie conscience d'un apport d'expérimentation et de compétences qui est partagé par tous, même les plus réfractaires d'ailleurs à l'accueil de nouvelles populations notent qu'il y a voilà, une contribution à la montée en compétences du territoire, un apport de nouvelles, de nouveautés, de dynamique. Ce qui est aussi souvent noté, c'est que ces néos redonnent vie à un espace délaissé, valorisent le patrimoine local, contribuent à la création de liens sociaux, en particulier dans les projets agricoles. On est souvent dans des projets ouverts avec de l'accueil. Voilà, ils contribuent évidemment à la réouverture, au maintien des écoles, donc ça c'est très appréciés, contribuent à la relance du marché. Il y a aussi une inspiration qui est ressentie avec l'idée de montrer que bah, justement ces reconversions sont possibles et qu'elles sont positives. Euh, voilà, certains porteurs de projets réintroduisent même des pratiques ou des activités qui avaient disparu du territoire. Je pense en particulier à la filière laine dans les Pyrénées ou à certains porteurs de projets aussi qui revalorisent des techniques artisanales dans l'Aubrac. Donc, ils ont un impact qui est vraiment très intéressant dans le territoire et qui est vraiment donc d'un ordre assez divers. Bien sûr aussi, il contribue, je n'ai pas spécifié, à la création d'emplois et ça, c'est très apprécié. Et finalement, peu de cas où leur arrivée est ressentie comme aggravant des défis auxquels font déjà face les agriculteurs et les habitants locaux. Donc, d'une manière générale, un impact sur le territoire qui est assez apprécié. Si j'essaie de faire un petit focus, et pardonnez-moi, c'est un petit peu difficile à lire, mais je voulais vous montrer comment les nouveaux arrivants contribuent aux transitions agricoles. Donc, quand on interroge un peu l'ensemble des personnes interrogées, tout territoire confondu. Alors, il y en a un certain nombre, mais c'est loin d'être le cas de tous voilà, qui ont des pratiques certifiées biologiques, mais il y a tout un volet de pratiques agroécologiques au sens large qui sont du coup pratiquées par ces néos et en tout cas bien identifiées. Alors c'est assez divers, hein, ça emprunte à la permaculture, ça emprunte à une meilleure gestion de l'eau, certains sont dans l'agriculture régénérative, il y a la notion de pâturage tournant, le non-usage des phytos, donc là c'est ce qui ressort le plus, certains pratiquent de l'agroforesterie, il y a donc de la biodynamie, en particulier dans les espaces viticoles, la pratique de corridors écologiques, une adaptation aussi de la typologie des cultures au climat, un désherbage à la main, dans certaines exploitations d'élevage, de l'affouragement vert qui est pratiqué, et puis dans certains cas, du maraîchage sur sol vivant. Donc vous voyez qu'il y a une grande disparité de pratiques dites agroécologiques et ça revêt, enfin, ça emprunte à vraiment diverses choses qui parfois peuvent être d'ailleurs conjointes, hein. Donc en tout cas, cette contribution aux transitions agricoles, c'est juste que le S se cache dans la photo, pardon, et en tout cas très bien ressenti. On est allé regarder aussi le type de compétences que pouvaient arriver les nouveaux arrivants qui sont porteurs de projets, qui finalement vont recycler des compétences
provenant de leur précédente vie professionnelle dans les projets, en particulier agricoles. Un certain nombre venant du monde de l'entreprise vont apporter des compétences de gestion. Certains apportent des compétences en matière de communication, de relations avec les médias, et donc vont être vraiment dans la mise en avant de leur exploitation, en particulier sur les réseaux sociaux, mais pas que. En tout cas, il y a clairement une compétence communication qui va être apportée. Ce qui ressort aussi fortement, c'est qu'ils apportent de l'organisation et de la planification de projet. Et puis, on y reviendra juste après, une approche partenariale de leur projet où ils travaillent vraiment en réseau. Ces compétences, elles relèvent plus du savoir-être que de savoir-faire particulier et elles permettent souvent la réussite de projets et l'innovation à l'appui de réseaux et de collectifs. Euh, sur le cas, en tout cas de la Grèce, il y a une part d'apport de compétences techniques qui est plus importante en Grèce, mais c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas de formation initiale agricole en Grèce, hein. Il n'y a pas de lycée agricole. Et donc, ces profils, du coup, qui se forment à l'université pour ensuite s'installer dans les territoires, vont apporter, du coup, de la compétence technique via les savoir-faire universitaires, on y reviendra, qui n'existent pas dans les formations des installés dans le cadre familial qui, du coup, se forment sur le tas, hein, en fait, hein, sur l'exploitation familiale. Donc voilà pour la... Mais c'est vraiment une spécificité grecque. Je vous le disais, il y a une approche qui est vraiment très partenariale de la conduite des projets. La culture des partenariats est au cœur des projets des néos, qu'on parle de projets agricoles ou non, hein. Et c'est il y a une véritable entraide, déjà en particulier entre porteurs de projets et entre producteurs. C'est les premiers partenariats qui viennent avec l'idée aussi de s'appuyer sur le réseau de restaurateurs, de commerces locaux pour transmettre, enfin commercialiser les productions. Et donc, il y a une réciprocité voilà, de mise en avant des projets entre porteurs de projets, de mise en avant des produits, pardon. On notera du coup le rôle important des restaurants et des commerces de proximité dans la réussite des projets. Et les mairies et offices du tourisme qui sont vraiment cités comme étant des partenaires de ces projets qui s'installent, avec un lien avec le territoire qui est un vrai facteur clé de succès sur l'installation de ces néos. Et puis, donc, je vous le disais, aussi donc, des partenariats dans le monde de l'éducation, avec en particulier des liens avec la restauration collective pour commercialiser les offres, et spécifiquement en Grèce, des partenariats qui se nouent avec les universités, qui sont très très connectés au monde agricole, et en particulier avec ces nouveaux profils qui s'y sont formés, et où du coup la recherche est investie dans des projets expérimentaux. Et donc ça, c'est vraiment une spécificité grecque qui pourrait d'ailleurs être inspirante pour la France. En tout cas, il y a un véritable jeu du local qui est mis en place par les acteurs avec l'idée de s'entraider pour faire vivre ces nouveaux projets. Il me reste encore 2-3 slides à vous partager avant qu'on prenne un petit temps d'échange. On s'est aussi du coup interrogé sur, donc je vous parlais des rencontres, on s'est interrogé sur les lieux où pouvaient se rencontrer finalement ces néos avec les acteurs quand la rencontre a lieu. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait, c'était finalement très très éclaté. Vous le voyez ici, hein, ressortent les lieux et organisations de rencontres des nouveaux habitants porteurs de projets. Alors, si les tiers-lieux et les cafés ressortent avec les fêtes traditionnelles et les événements culturels comme des espaces vraiment très importants de rencontres, au même titre que les associations, on s'est rendu compte que finalement, les néo-agriculteurs participaient assez peu au réseau conventionnel. Voilà, ils sont assez peu syndiqués ou dans les chambres.
Même si certains ils sont investis. Les CUMA ressortent vraiment comme étant un lieu de rencontre important. Et ce qui est ressorti de façon très nette, c'est que les marchés jouent un rôle dans la rencontre, bien au-delà de la commercialisation des produits. C'est des lieux où se rencontrent néo et acteurs du territoire, néo-agriculteurs et agriculteurs du cru, ainsi que les associations de producteurs. Heu voilà, peut-être nuance juste sur la question des tiers-lieux. Ça nous a quand même questionnés parce qu'à certains endroits, c'était quand même des lieux un peu d'entre-soi. Est-ce que c'est pas des lieux, où viennent que enfin, principalement des néos? Ça peut parfois être le cas. En tout cas, ce qu'on peut, noter, c'est que, finalement, c'est un archipel, hein, d'acteurs, qui permettent de créer du lien, localement et qu'il y a pas finalement de point d'entrée unique. Les coopératives, représentent aussi, finalement, un espace qui est pas tant représenté que ça, pour les rencontres d'agriculteurs. On voit que si on veut créer du lien, il faut investir vraiment des lieux de rencontre assez divers. On s'est interrogé enfin sur les facteurs clés, de succès pour, une bonne intégration pour les porteurs de projets. Veuillez m'excuser parce que c'est écrit en tout petit, parce qu'il y a finalement beaucoup, beaucoup de facteurs clés de succès qui sont ressortis des entretiens qu'on a pu, faire. L'investissement local est évidemment le premier facteur, d'intégration. Mais ce qui ressort aussi beaucoup, c'est le fait que les porteurs de projets, aient une connaissance du contexte économique, culturel, climatique lié vraiment, au local, et la dimension d'adaptation territoriale du projet pour que le porteur de projet ne plaque pas son projet, de façon hors sol, mais s'intègre vraiment dans le territoire. Évidemment, il y a, des notions de savoir-être liées à l'humidité, à la curiosité, au respect, à la bienveillance qui sont des facteurs clés hein, d'intégration, de posture. Et puis, dans le monde agricole, le fait d'être bosseur, hein, je reprends les termes des agriculteurs, et de faire ses preuves, ça reste encore le meilleur passeport pour se faire intégrer. Et puis le fait d'avoir des projets qui quand, ils peuvent être ouverts à d'autres acteurs, soient concertés et construits avec le territoire, que ce soit avec le soutien d'un élu, et avec l'idée aussi que le projet réponde vraiment aux besoins du territoire et soit pas juste issu de la tête du porteur de projet, mais soit vraiment en adéquation avec le territoire où il s'inscrit. Le fait d'avoir des enfants, évidemment, c'est facilitant, puisque l'école reste quand même un lieu de rencontre, très important et puis le fait de se faire accompagner par des institutions, locales. Notons aussi que très souvent, il y a des liens préexistants avec le territoire, qui soient familiales, heu, voilà, ou une installation qui peut-être va être préalable au lancement du projet dans le territoire. Quand il y a un lien, plus ou moins distant avec le territoire qui est préalable, c'est facilitant. Voilà et évidemment, la recherche active de soutien et de partenaires, la proactivité et la persévérance vont être des facteurs clés de succès. Les porteurs de projets, en tout cas, mettent en avant la nécessité de connaître le contexte, ce qui est également bien repris par les structures d'accompagnement. La valeur travail est majoritairement citée sur la partie agricole. C'est vraiment un prérequis, hein, pour les agriculteurs locaux, qui est bien compris d'ailleurs par les néo-agriculteurs. Quelques, partages, mais assez généraux parce que je voudrais qu'on ait un petit temps d'échange de ce que peuvent être du coup, les axes de travail pour les territoires et pour les acteurs des territoires pour mieux, accueillir, ces néos qui arrivent et puis mieux s'adapter, à ces nouveaux profils et en tirer le meilleur parti en lien, avec le territoire. On a dans la publication que je vous partagerai à l'issue de ce webinaire, identifié 6 grands axes de travail qu'on a déclinés en plus de 35 propositions. Je rentre pas là évidemment dans le détail des 35 propositions parce que ce serait trop fastidieux, mais peut-être pour vous citer un peu les thématiques et les grands axes de travail qui sont ressortis des différents ateliers qu'on a pu mener dans les territoires et des différentes consultations qu'on a pu avoir.
Déjà, il y a l'idée de pouvoir intégrer l'accueil dans le projet du territoire et de le partager, ce projet de territoire, parce que donc il y a des identités, mais qui sont pas toujours valorisées, et le projet de territoire est pas toujours communiqué, hein. Donc il y a une vraie opportunité à organiser des temps d'échange et de transmission, d'écoute, pour pouvoir partager ce projet du territoire, avec l'idée aussi d'investir pour les acteurs locaux dans la préservation du cadre de vie, qui est un vrai facteur d'attractivité et de lien, hein, entre nouveaux habitants et habitants du cru. Il y a aussi cette idée, que, il est vraiment opportun, et c'est ce qu'on notait dans les premiers slides de la présentation, d'investir dans des projets de lien social et culturel, de créer des espaces de rencontre. Je vous disais que dans près d'un tiers des cas, il y a quasiment pas de rencontres. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la création de mixité sociale, de moments de convivialité vont vraiment être propices, donc pour bien accueillir et faciliter l'intégration de ces projets et donc leur réussite. Ça peut passer par le fait d'investir dans les fêtes traditionnelles locales, de soutenir les marchés locaux, de promouvoir les lieux porteurs de liens sociaux. Enfin, il y a plein de façons de se saisir du sujet. Potentiellement aussi de proposer des médiations en cas de conflit. Donc ça, c'est vraiment un deuxième grand axe de travail. Tout ce qui va être, enfin, bien sûr, donc, de l'ordre du soutien au projet, que ce soit par la prise de participation financière ou de la mise à disposition de bâtiments, le fait de permettre à des porteurs de projets de se rencontrer, de s'entraider, de proposer des accompagnements. Et puis donc enfin, donc tout ce qui va être de l'ordre de la co-construction de la dynamique d'accueil avec les acteurs du territoire. Je vous montrais, avec, la multiplicité des interfaces, qu'on était vraiment sur une grande diversité, de lieux, où se rencontrent les acteurs, et donc, ça implique que, finalement, si on veut vraiment accueillir, on se mobilise en collectif, pour pouvoir, créer du lien entre écoles, tiers-lieux, office de tourisme, CUMA, marché, associations culturelles, et créer une vraie dynamique d'accueil. Pourquoi pas en identifiant des ambassadeurs. Il y a enfin un certain nombre de, de chantiers à activer autour du renforcement des compétences des territoires et des porteurs de projets. Certains parlent même de territoires apprenants. Je ne rentre pas tellement dans le détail, on pourra y revenir dans la discussion, avec bon, le sujet de visibiliser des initiatives, de créer des formations locales, de faciliter l'accès à des formations, de favoriser l'interconnexion des acteurs locaux pour qu'ils partagent des compétences. Et puis, dernier point, et non des moindres, le fait de pouvoir agir sur le foncier. Bon, c'est un très vaste sujet, qu'il s'agisse de travailler la mise à disposition de foncier, peut-être de réfléchir au fait de céder des terres qui sont sans intérêt pour les filières locales, certains néo-agriculteurs introduisant de nouvelles filières. La question aussi, potentiellement de la division de parcelles entre porteurs de projets, dont c'est la première acquisition. Voilà, il y a plein de leviers possibles, dont peuvent se saisir les acteurs des territoires, dont vous êtes. Voilà donc pour le partage autour de cette étude. Je vais arrêter du coup le partage d'écran, peut-être pour prendre un temps d'échange ou voir s'il y a des questions, même si je pense que c'était assez dense. Alors, dites-moi si du coup je reviens en visuel. Afida, je ne sais pas si ton micro est de nouveau ouvert ou pas. Est-ce que du coup le partage de cette étude suscite des questions, des réactions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent, des choses qui vous interrogent? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, du coup, j'ai l'impression d'être... Si, on vous entend. Oui. Non, bah, on partage après, juste, entre effectivement par rapport à ce que enfin, comment dire? Nous, notre travail au quotidien, donc les exploitants, à qui on peut,
avoir affaire, en tout cas avec qui on est en relation, sont bien loin effectivement de tout ce que vous avez pu présenter. Donc après effectivement, pour moi, c'est pas forcément comparable, mais c'est aussi l'idée du webinaire pour voir aujourd'hui, voilà, ce qui peut se faire ou pas se faire. Mais voilà, donc c'est juste une remarque. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes plutôt en lien avec des Des acteurs exploitants, vraiment déjà des bien exploitants ancrés? agricoles déjà bien ancrés avec, qui ont pour objectif vraiment, voilà, à un moment vous avez dit, aujourd'hui les néos, eux, effectivement, ils veulent avoir du temps pour eux. Aujourd'hui, nous, les exploitants, c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas de temps, c'est Oui, qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas la possibilité. oui, Voilà. Après, on est d'accord qu'on n'est pas non plus sur les mêmes modèles. oui, Voilà. tout à fait. Mais voilà, donc c'est juste plus une réflexion qu'une question. D'accord. Vous êtes basée dans quel territoire, Élodie? Deux-Sèvres, du coup. D'accord. Pardon, j'ai pas mis la caméra, j'aurais peut-être Non, dû. non, pas de souci. En Deux-Sèvres, donc Anifa, Poitou-Maritime, Vienne Deux-Sèvres, Charente-Maritime. D'accord. Merci pour Voilà. merci pour votre retour. D'autres retours, questions ou remarques? Pas spécialement. Est-ce que, Afida, il y avait du coup des choses remontées dans la conversation? Ah, Afida qui dit qu'elle a des soucis de connexion. Alors attendez, est-ce que vous êtes d'autres à avoir des, soucis de connexion? Pas d'autres questions ou remarques du coup? Je vous propose du coup dans ce cas qu'on puisse, mettre fin au webinaire. Écoutez, je vous remercie en tout cas du temps, de votre temps d'écoute. Je transmettrai les liens de l'étude à Afida qui vous la fera, parvenir. Et puis je reste à votre, disposition par mail si vous aviez, besoin de précisions. En particulier, pour ceux qui seraient en proximité géographique et pour ceux qui verraient le webinaire a posteriori. Voilà, je ne sais pas si, l'ANEFA au national est toujours, présente, ou pas pour, peut-être clore ce webinaire? Alors, je viens de me reconnecter, Emmanuel, je suis désolée, j'ai un Ah gros bug oui. de connexion, donc je t'ai bien entendu, mais je ne pouvais pas te répondre. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre présence. Et comme l'a dit Emmanuel, le prochain webinaire aura lieu le 9 septembre et ce sera Choc des cultures et N non, c'est Retour à la terre et féminin. retour à la terre et féminin. Excusez-moi, voilà. Voilà, en fait, on a travaillé pendant, près, d'1 an puisqu'on s'est rendu compte que sur, les profils de conversion et de retour à la terre, il y avait vraiment, une dimension féminine importante et on allait étudier pendant, un petit peu plus, d'1 an auprès d'un grand nombre d'acteurs, des mondes agricoles, comment les femmes pouvaient contribuer aux transitions, comment est-ce qu'elles entreprenaient peut-être, différemment dans les territoires, comment elles contribuent, au renouvellement des générations et des pratiques agricoles. Ça avait fait l'objet, d'une intervention d'ailleurs, sur, l'espace, métier donc, au salon de l'agriculture en partenariat avec l'ANEFA, donc au mois de février, dernier. Et donc j'aurai le plaisir de vous partager, cette année d'enquête sur le retour à la terre au féminin avec, aussi, la présence de l'association Vox Déméter qui porte la voix des femmes dans l'agriculture et puis la présence aussi d'une agricultrice, qui s'appelle Amandine Toulza, qui avait, participé à notre concours, Femmes Agriculture Territoire et qui travaille aussi régulièrement avec l'ANEFA. Voilà, donc 9 septembre prochain, même modalité de webinaire. Merci à vous en tout cas pour votre, participation, et puis donc, excellente, fin de journée. Merci à toutes et à tous. Et le webinaire sera disponible également en replay. Et comme l'a dit Emmanuel, on reviendra vers vous pour la date pour le webinaire du 9 septembre. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour cette présentation très complète et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.